Bonjour, je me présente, je m'appelle Tristan Dumas et aujourd'hui je vais parler de l'interaction stratégique et plus particulièrement du cas du Kosovo. Donc, qu'est-ce que l'interaction stratégique? L'interaction stratégique est fondamentalement reliée à la nature du monde international. Donc, le monde international est d'une nature anarchique. Il est difficile par conséquent de prédire avec absolue certitude ce qui va se produire à la suite d'interactions entre les acteurs dans ce monde anarchique. Puisqu'il existe une panoplie de résultats aux interactions entre joueurs, il faut analyser les habiletés et désirs de ceux-ci afin de trouver le résultat le plus plausible de ces interactions. L'interaction stratégique fait partie de la théorie du jeu et fait référence à la situation où deux ou plusieurs joueurs voient leur situation être dépendante des actions entreprises par leurs adversaires, chose dont les joueurs sont parfaitement conscients. Ceux-ci ont également la capacité d'utiliser cette connaissance sur leur situation à leur avantage, en tentant de découvrir le plus d'informations sur leur opposant et sur les conséquences possibles de leurs interactions avec leur adversaire. Ceux-ci tentent également simultanément de cacher certaines informations ou de méprendre l'adversaire à leur propre avantage. Cette façon de procéder est réalisée afin d'augmenter ses propres chances en tant que joueur d'obtenir des gains. J'aimerais me pencher plus particulièrement sur le Bargaining Model of War. Selon le Bargaining Model of War, la guerre n'est qu'une étape possible du processus de négociation et ne met pas fin à celui-ci. Les conflits ne sont que très rarement des guerres d'élimination. Ils sont souvent de courte durée et ont des objectifs précis, des gains définis. Tout gain dans ces négociations est relié au choix entrepris par l'opposant et vice-versa. La connaissance des informations concernant l'opposant et la situation dans laquelle il se trouve est primordiale pour un joueur. En effet, si deux États savent exactement leurs capacités respectives et le résultat d'une possible confrontation, ceux-ci vont avoir tendance à trouver un accord et éviter les combats puisque la guerre entraîne des coûts énormes, qu'il n'est alors pas nécessaire d'entreprendre puisque la finalité est déjà connue. Pourquoi alors les États ne révèlent-ils pas leurs capacités? C'est tout simplement que les États ont un incitatif à mentir et à exagérer leurs propres capacités afin d'obtenir plus de poids dans la balance lors des négociations, mais aussi de garder des cartes en réserve. Lors d'une possible attaque surprise, les États vont avoir gardé certaines informations de côté, des cartes en réserve, afin de ne pas dévoiler tout leur jeu. La guerre résulte donc souvent de surestimation d'un État de ses propres capacités et d'une sous-estimation de celles de l'ennemi. L'offre paraît alors trop peu, même si elle est adaptée à la situation réelle, et le coût de la guerre semble acceptable compte tenu des gains potentiels. La guerre peut aussi résulter d'un avantage temporaire si la situation pourrait tourner au désavantage de l'État à l'avenir. Donc, s'il y a un changement de la balance du pouvoir, en faveur de l'adversaire, l'État qui choisit d'attaquer pourra avoir un incitatif à attaquer immédiatement tant qu'il a encore un avantage sur son adversaire. Et s'il y a un changement dans la balance du pouvoir, l'accord pourrait être moins bénéfique dans le futur. L'État pourrait aussi décider d'attaquer en raison d'un avantage substantiel de surprise. Donc, dans le fond, s'il y a un avantage substantiel à frapper le premier et avoir un élément de surprise, l'État pourrait choisir d'attaquer. Si la guerre n'est que la continuité du processus de négociation, la portée des options qui s'offrent aux joueurs lors des négociations à proprement parler dépend de la capacité de l'État à imposer des coûts sur l'adversaire et à absorber les coûts reliés à la guerre. Donc, lorsque les États sont en crise au sujet d'une question donnée, si les négociations diplomatiques n'aboutissent pas, les États peuvent alors considérer la force
La guerre est ainsi l'un des grands moyens par lesquels les États s'échangent des informations sur leur volonté d'agir respective, mais également sur leurs forces respectives. Un autre moyen d'échanger des informations ou de faire des menaces serait les costly signals, la signalisation coûteuse. Donc dans le fond, ça se résume à une signalisation, donc une menace qui engendre un coût pour l'État émetteur. Ce coût donne de la crédibilité à la menace, puisque l'État récepteur voit bien qu'il y a eu un coût engendré. Donc, il y a aussi un effet où l'État, après avoir fait une signalisation coûteuse, va avoir tendance à ne pas vouloir revenir sur ses mots pour que la crédibilité à l'avenir soit aussi maintenue. Donc, au fil du temps et à force d'accumuler des informations sur l'adversaire et la situation, les États se rapprochent d'une situation de connaissance complète et donc les coûts engendrés par la guerre deviennent trop élevés pour ceux-ci. Donc les positions respectives se réajustent. Donc je vais maintenant m'attarder sur l'intervention au Kosovo. Donc, dans le cas de la crise du Kosovo en 1991, les efforts diplomatiques se sont faits à Rambouillet. Toutefois, ceux-ci n'aboutissaient pas et ont cessé définitivement lorsque Slobodan Milosevic quitte la table des négociations. Celui-ci est au courant de la possibilité d'une intervention armée de la part de l'OTAN et est bien au courant de la supériorité militaire de l'Alliance. Toutefois, pour Milosevic, des concessions face à la situation kosovare étaient simplement impossibles, car ils auraient entraîné un affaiblissement de sa position à l'interne. De telles concessions auraient sapé également les efforts serbes pour le contrôle de la région du Kosovo, ce contrôle que les Serbes essayaient d'assouvir sur la région depuis déjà plusieurs années. Milosevic craignait également l'indépendance de la région qu'il qualifiait lui-même de berceau de la culture serbe. Cette indépendance aurait ébranlé sa mainmise sur le pouvoir au niveau domestique. De plus, Milosevic doutait de la volonté d'action de l'Alliance vis-à-vis de leur désir d'atteindre un accord de paix. Donc Milosevic n'était pas convaincu que l'OTAN était réellement investi autant qu'il laissait paraître dans un accord de paix, mais il n'était pas convaincu non plus d'une action de l'OTAN advenant qu'il quitte les négociations. Il n'était également pas convaincu de la cohésion de l'Alliance dans l'éventualité d'une intervention, et donc de la capacité même de celle-ci de mener à bien une opération militaire coûteuse. Milosevic pensait également que quelques pertes allaient forcément décourager l'OTAN lors d'une intervention, sentiment qui fut renforcé par l'insistance de l'administration Clinton de ne pas utiliser de troupes au sol et par le message quelque peu trouble qui était envoyé par l'Alliance, ce qui semblait démontrer des mésententes au sein même des membres de l'OTAN. Finalement, si Milosevic veut avant tout garantir et maintenir son pouvoir, l'OTAN désire, quant à elle, éviter une situation similaire au précédent conflit yougoslave et veut envoyer un message de non-approbation clair et précis à Milosevic qui sera, somme toute, au final, confus et qui ne sera pas clairement perçu par Milosevic, ce qui renforce chez lui le sentiment que l'OTAN ne détient pas la volonté d'intervenir et ne détient pas une cohésion d'action nécessaire à une intervention coûteuse. Tous ces éléments contribuent à diminuer aux yeux du dirigeant serbe le sentiment de danger face à une intervention, qui paraît moins imminente qu'un danger auquel il devrait faire face en cas de concession sur la question kosovare à l'interne. L'OTAN, pour sa part, croit qu'une simple démonstration de force suffira à faire flancher Milosevic dans l'éventualité d'une intervention, et même que celui-ci reviendrait sur sa position avant le début des frappes. Donc l'Alliance veut à tout prix éviter une situation similaire aux autres conflits yougoslaves et désire agir rapidement. Somme toute, le manque d'information, ou plutôt l'incertitude chez les adversaires quant à la volonté d'agir de leurs opposants est important dans la crise.
En effet, au cours des semaines suivantes, suivant le début de l'intervention, l'acquisition de nouvelles informations change la perception qu'a Milosevic quant au danger le plus pressant pour son maintien au pouvoir. En effet, si celui-ci voit les concessions sur la question kosovare comme plus dangereux pour son pouvoir avant l'intervention, en raison des retombées au niveau domestique, suite à l'intervention, cette attitude se transforme et voyant la stratégie employée par l'OTAN, celui-ci en vient à voir l'intervention de l'OTAN comme beaucoup plus dangereuse pour son pouvoir. La stratégie des frappes aériennes ciblées que l'OTAN emploie ne permet pas à Milosevic d'améliorer sa position de négociation et d'en arriver à un règlement de conflit en sa faveur, puisque les frappes infligent des coups majeurs sans que les Serbes puissent infliger des coups substantiels à l'Alliance en retour. Ainsi, pour Milosevic, les concessions sur la question kosovare, malgré leur coût politique élevé au niveau interne, sont devenues moins coûteuses que la perpétuation des affrontements. On peut ainsi voir que les acteurs, en déployant des stratégies, ont modifié les attentes face aux capacités des belligérants. Slobodan Milosevic voit avant l'intervention une menace interne comme plus crédible et plus imminente que la menace militaire de l'OTAN. Suite à l'intervention, par contre, il est forcé d'arriver à une concession et d'arrêter les combats, puisque les coûts des combats sont maintenant plus élevés que les coûts potentiels de concession face au Kosovo. Et pour la part de l'OTAN, Milosevic semble moins résolu qu'il ne l'est réellement avant la crise, toutefois, force est d'admettre qu'il a quand même résisté. Donc j'aimerais vous remercier de votre écoute. Et j'aimerais conclure par le fait que le cours m'a permis d'approfondir mes connaissances dans le domaine de la théorie des jeux et du Bargaining Model of War, ce qui m'a permis d'analyser plus en profondeur cette crise du Kosovo. C'est des concepts que je n'avais pas nécessairement vus auparavant et que j'ai eu la chance d'approfondir grandement grâce aux cours et aux lectures réalisées durant le cours. Merci.